Mes cas cliniques s'intitulent une atteinte respiratoire en apparence isolée, et ce trait clinique va être le fil conducteur des 4 petites observations que je vais vous présenter. Donc le premier cas est celui d'un patient né en 1946 qui n'a pas d'antécédent bien particulier, qui fume toujours beaucoup et qui a présenté en 2009 dans le cadre d'une dyspnée rapidement évolutive sur quelques mois, un malaise avec perte de connaissance et insuffisance respiratoire aiguë qui a été prise en charge à domicile par son épouse qui était une ancienne infirmière du SAMU. Dans les suites, assez rapidement, il consulte nos collègues pneumologues qui, étant donné le contexte d'intoxication tabagique importante, vont traquer la néoplasie pulmonaire et réaliser donc une fibroscopie bronchique, un scanner thoracique qui ne met pas en évidence de lésions néoplasiques, mais qui retrouve donc une scoliose, des lésions emphysémateuses, et si on le regarde un petit peu attentivement, on voit ici qu'il y a donc une atrophie des muscles paravertébraux et probablement des muscles de la sangle abdominale. Les EFR alors réalisés mettent en évidence un effondrement de la capacité vitale qui s'effondre encore plus en position couchée, à plus de 40%. La gazométrie artérielle est déjà assez perturbée, avec une hypercapnie majeure, conduisant au diagnostic d'hypoventilation alvéolaire et mis alors en place une VNI. Il nous est montré dans le service de pathologie neuromusculaire car le diagnostic évoqué à ce moment-là est celui d'une sclérose latérale amyotrophique. On voit donc le patient pour son EMG. En reprenant l'interrogatoire, on ne retrouve pas d'éléments particuliers, un périmètre de marche qui reste illimité, aucune gêne à la montée des escaliers en dehors de la gêne respiratoire. L'examen clinique est normal, en dehors peut-être d'une discrète camptocormie, mais il parvient à se redresser seul. L'examen myographique met en évidence dans les muscles paravertébraux donc des activités spontanées qui sont donc ces salves d'ondes lentes positives, parfois pouvant donc s'assimiler à des charges répétitives complexes que l'on retrouve essentiellement dans la musculature paravertébrale et donc dans les muscles trapèzes. On propose alors aux patients une biopsie musculaire réalisée dans le deltoïde avec donc sur la coloration HPS peu de choses, si ce n'est donc une inégalité de taille des fibres avec des petites fibres un petit peu atrophiques. Rien de bien plus au trichrome de Gomori, et c'est la coloration phosphatase acide qui met en évidence ces petites amas donc d'hyperactivité enzymatique sous-sarcolémique. Le diagnostic donc de maladie de pompe est alors évoqué et confirmé par l'analyse biochimique et la biologie moléculaire. Le deuxième cas clinique est celui de cet homme plus jeune, né en 69, qui lui non plus n'a aucun antécédent bien particulier et qui est victime en décembre 2010 d'un accident de la voie publique avec un choc thoracique gauche, qui est responsable donc de contusion parenchymateuse pulmonaire et d'un hémothorax gauche. Dans ce contexte, il développe une insuffisance respiratoire sévère, hypoxique et hypercapnique, le conduisant en réanimation. Donc insuffisance respiratoire qui persiste à distance du traumatisme et malgré l'évacuation de l'hémothorax. Il est alors évoqué par nos collègues réanimateurs une paralysie diaphragmatique post-traumatique. Donc les EFR qui avaient été alors réalisés en réanimation montraient un discret syndrome restrictif avec donc une altération des pressions respiratoires maximales. Il nous est montré donc dans le service de pathologie neuromusculaire essentiellement pour l'exploration de son diaphragme. Et en fait, dès qu'on le voit passer la porte de consultation, on constate d'emblée qu'il a une pathologie musculaire puisqu'il a une marche dandinante, un signe du tabouret, un déficit donc de la ceinture scapulaire avec une scapula alata et une nette atrophie des pectoraux, une petite atteinte axiale avec un dos plat, mais donc pas d'atteinte faciale. Et en reprenant l'interrogatoire du patient, qui est un patient assez
comment dirons-nous, maître de lui-même. Il décrit n'avoir aucune plainte ambulatoire, qu'il a fait les 5 ans d'armée sans problème, il faisait les crosses régimentaires jusqu'à 42 km sans problème, il faisait de la musculation jusqu'à son hospitalisation récente. Et tout ce qu'il parvient à nous dire, c'est qu'il avait un petit peu de mal à réaliser les pompes et qu'il n'a jamais réussi à faire gonfler ses pectoraux. Mais c'était bien tout. Le NMG donc ne retrouvait aucune anomalie, notamment pas d'activité spontanée dans la musculature paravertébrale. Par contre, les enzymes musculaires étaient donc élevées. Lui aussi bénéficie d'une biopsie musculaire qui ne montre pas d'anomalie sur les colorations HPS ou PAS, et simplement donc là aussi sur la coloration phosphatase acide, on retrouve des gouttelettes sous-sarcoplasmiques témoignant de l'hyperactivité enzymatique et donc signant la maladie lysosomiale qui sera donc orientée sur une déficit en maltase acide par l'étude Laucor biochimique et l'étude en biologie moléculaire. Autres cas, qui sont des cas cette fois plus anciens, qui avaient été vus dans le service par le professeur Badi. Donc le cas de ce jeune homme qui, à l'âge de 19 ans, présentait donc des troubles du sommeil importants, avec des réveils nocturnes fréquents, un tableau de céphalée matinale et d'hypersomnie diurne qui avait fait évoquer chez lui un syndrome d'apnée du sommeil. De façon parallèle, en raison d'un état de maigreur considéré comme constitutionnel, assez important, parce qu'il pesait que 37 kg pour 1m75, il devait bénéficier d'un bilan de malabsorption et dans ce cadre-là, avoir une gastroscopie. Comme prémédication, ils ont utilisé donc 5 mg de Valium sublingual et dès l'administration de ce Valium, il a fait une détresse respiratoire aiguë ayant nécessité une ventilation mécanique donc pendant 24 heures. Les EFR alors réalisés mettaient en évidence un effondrement de la capacité vitale et vous voyez déjà une hypoventilation alvéolaire majeure, à la fois hypoxique et hypercapnique, conduisant d'emblée à la mise sous VNI. Ce patient est alors montré au professeur Bernadette Badi qui retrouve donc à l'interrogatoire un gène ambulatoire évoluant depuis 2 ans et cliniquement une atteinte essentiellement de la ceinture pelvienne, une atteinte axiale et notamment une atteinte des abdominaux avec à l'EMG, alors je ne sais pas si ça passe bien parce que c'est des anciens tracés que j'ai scannés, mais des averses myotoniques dans tous les muscles testés avec des tracés ici qui étaient nettement myogènes, donc bref, polyphasiques et de petite taille. Donc le tableau de glycogénose de type 2 donc est évoqué cliniquement et électroneuromyographiquement et confirmé par la biopsie musculaire et l'étude en biologie moléculaire. Et enfin, la dernière observation est celui de ce patient né en 1935 qui, au moment où il a été vu dans le service, présentait depuis 10 ans un tableau d'asthénie matinale et de discrète prise de poids, et qui a développé progressivement un tableau de dyspnée d'effort avec cyanose des extrémités et majoration d'une orthopnée, avec là aussi sur les EFR un tableau déjà très sévère avec une CV à 30% de la théorique, un tableau d'hypoxie d'hypercapnie, conduisant là aussi d'emblée à la mise en place ou en tout cas à la proposition d'une ventilation non invasive que le patient a refusée. Et là aussi, cliniquement, donc, on ne retrouvait pas de handicap ambulatoire. Il était surtout gêné par l'orthopnée. Et à l'examen clinique, il n'y avait pas de déficit des ceintures, mais essentiellement un déficit axial et abdominal. L'EMG, là aussi, retrouvait d'abondantes activités de repos de tout type, DRC, averse myotonique, pseudomyotonique, dans tous les muscles, dans les muscles de la axiaux, avec une biopsie musculaire normale. Et là encore, c'est l'étude biochimique qui a révélé le déficit en maltase acide. Donc j'ai retrouvé dans la littérature plusieurs articles rapportant des séries d'atteintes respiratoires, notamment inaugurales de maladies de pompe. Les premiers cas rapportés sont ceux donc d'Engel en 1978, donc c'est ce papier-là, où il rapporte donc 3 patients, dont une jeune patiente qui ne présentait qu'un tableau respiratoire isolé, sans atteinte des muscles, des ceintures ou même de la musculature axiale. Ce papier des Néerlandais qui rapporte donc 9 cas, vous voyez que 4 cas
J'ai du mal avec ça. 4 cas donc de dyspnée, là aussi inaugurale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'EMG pouvait donc orienter le diagnostic vers une malthasatie avec la mise en évidence de ces activités de repos pseudomyotoniques ou myotoniques dans la musculature paravertébrale. Et enfin, les deux cas lillois, donc publiés récemment, là aussi de tableaux respiratoires signant la maladie, le déficit en maltase, avec à l'examen clinique un discret déficit des ceintures dans les deux cas. Donc ces deux articles qui, eux, reprennent les caractéristiques respiratoires des maladies de pompe, donc je ne vais pas y revenir parce que ça a déjà été largement évoqué. Il faut simplement signaler qu'il n'y a bien sûr aucune corrélation entre l'importance de l'atteinte myopathique, notamment des ceintures, et l'atteinte respiratoire, et qu'il est donc nécessaire de proposer à ces patients une évaluation systématique de la fonction respiratoire en se basant donc, comme cela a été expliqué tout à l'heure, sur des tests simples comme la CV assis, couché ou debout couché, les pressions inspiratoires, expiratoires maximales et la polysomnographie, notamment pour rechercher une atteinte diaphragmatique isolée. Donc en reprenant nos petits cas cliniques et l'expérience du service, il nous est paru important de dire que devant une atteinte respiratoire en apparence isolée, donc les pneumologues souvent nous contactent. Alors, pas toujours, mais souvent. Donc, à l'examen clinique, donc, on doit bien sûr s'attacher à rechercher des signes myopathiques, mais surtout une atteinte axiale et abdominale, ce qui n'est pas toujours fait. De réaliser un EMG, notamment s'attacher là aussi à rechercher des activités de repos dans la musculature axiale. Ça peut être un très bon signe d'orientation pour une glycogénose de type 2. Et donc, par ordre de fréquence, le diagnostic le plus souvent évoqué devant ces tableaux dans le service, c'est bien sûr la sclérose latérale amyotrophique, mais on a comme récemment 2 maladies de pompe. Dans les 15 dernières années, 3 myopathies à bâtonnet. Les autres tableaux de type myosite, et notamment les myosites attachés à la sclérodermie, peuvent être à topographie très axiale et peuvent s'accompagner d'une atteinte respiratoire. La myasthénie, on a souvent des signes associés. On peut aussi être pris en défaut par des atteintes phréniques, soit inflammatoires, soit par bloc. Voilà, je vous remercie.